Eh bien, coucou tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé vous voir pour vous faire une petite sélection de titres. Et figurez-vous que aujourd'hui j'ai eu une envie, voilà. Et donc voici un épisode pour ce mois de décembre 2025. Une formule un poil remaniée pour parler de plein de petites choses. Et est-ce que ça veut dire le retour de l'émission en 2026 ? Franchement, j'en sais rien du tout, on verra au fil du temps. Mais déjà, let's go pour le dernier mois de 2025. Et on va commencer par le top 10 des titres qui sortent en France, sommairement résumés et conseillés. Petit mois où on sent que les éditeurs ont déjà sorti leurs grosses cartouches pour Noël, donc je vais m'autoriser un petit bonus et piocher 3 titres dans le mois dernier, celui de novembre aussi. Voilà. Parce qu'il n'y a rien qui sort dans la deuxième moitié de décembre. En tout cas en VF. L'espace, il y en a beaucoup, je veux voir. J'ai longuement hésité entre ce premier tome Absolute Martian Manhunter et le format Prestige que propose Urban pour ses histoires tirées de la longue histoire de DC Comics avec son titre Weird Tales and Fantasy, mais finalement c'est la qualité actuelle du titre Martian Manhunter que je choisis de faire primer. Un agent du FBI est pris dans une explosion dans un diner et se réveille avec une entité étrange dans la tête qui communique par télépathie et surtout par la compréhension des émotions. Cette entité, un martien, lui dit qu'un autre martien est sur Terre et cherche à détruire la civilisation humaine en effaçant des concepts clés de son existence comme la notion d'abri, de foyer, d'empathie, etc. etc. Cet être, le martien blanc, aurait déjà détruit des centaines de civilisations, et le martien vert est là pour l'en empêcher. Tout cela avec un agent du FBI qui se retrouve, lui, aliéné ou prend conscience parfois de l'aliénation qu'il a vis-à-vis de sa famille. C'est un titre très bien dessiné avec des codes couleurs hyper cohérents, où, comme les lanternes vertes, le jaune représente la peur, l'orange l'avarice et tout ce genre de lecture, et où la notion de compréhension de l'autre, entre le martien et l'agent, est très bien travaillée. La mise en page et le dessin de Javier Rodriguez est excellente, et Dennis Kemp, déjà très bon dans l'univers Ultimate, fait la meilleure réinvention de l'univers absolu. L'immanquable en ce qui concerne les nouveautés, à mon sens. Obi-Wan t'a bien formé. Tu sais contrôler ta peur. Maintenant, libère ta colère. Faisons un détour par une galaxie lointaine, très lointaine, avec le deuxième tome de la collection de poche de Panini sur Dark Vador, sans aucun doute la meilleure série Star Wars du début de l'ère Star Wars post-achat par Disney. Marvel récupérait alors le titre et proposait un scénario de Kieron Gillen qui avait l'intelligence de savoir comment écrire Vador, comme quelqu'un qui parle peu et qui agit plus souvent qu'à son tour. Pour que les lecteurs puissent quand même suivre le titre, les pensées du personnage et bref, ce qui se passe, l'exposition et les changements sont souvent résumés par les membres du cast autour de Vador, dont notamment une certaine Dr Aphra qui a tellement plu au public qu'elle a elle-même récupéré sa propre série à son nom. Salvador Larroca, le dessinateur, est plus en dents de scie, puisque s'il réussit très bien l'espace, les vaisseaux et surtout Dark Vador, quelqu'un de pas mal métallique, mine de rien, il a parfois quelques faiblesses sur les traits humains sur certaines cases. Mais comme on est là principalement pour Vador et que celui-ci est ici en majesté, nous serions bien fous de bouder notre plaisir et donc je vous recommande cette série. Aucun sorcier ne peut s'en sortir face à ce miroir magique. Peu importe le sort que tu lances, il te le renverra dans la tronche. Après le galactique, passons au magique avec le 5e tome de The Magic Order, une série de Mark Millar, ce qui n'est pas si souvent sur cette chaîne, donc les Millar-Zouz, profitez. Sauf que moi j'aime beaucoup The Magic Order de base, cette histoire avait des conseils de la magie extrêmement secrets dans notre monde et tout, bon sauf que là
c'est normalement la fin de la série, hein. Tome 5 sur 5 oblige. Donc forcément, il y a beaucoup moins de monde dans le conseil parce qu'il y a eu du zigouillage, mais comprenez que je valide ici l'ensemble de la série. Les dessins de Matteo Buffagni sur cette dernière saison sont plutôt bons et concluent en beauté une série indépendante de qualité. Bravo. Quant à Ben Grimm, son corps massif s'est transformé en homme de pierre, et on le surnomme la chose. Eh bien, vous savez, j'ai mes chouchous en matière de scénariste. Il y a des auteurs qui ont tendance à parler directement à notre petit cœur. Et dans mon cas, dans la liste, on y retrouve Tony Flex. Tony Flex, c'est le gars qui fait des séries indé vachement cool sur des hybrides humains cartoon ou des animaux trop mignons confrontés à des choses horribles, et aussi parfois des séries chez des éditeurs non indépendants comme ici Marvel Comics. Et Tony, sur cette série centrée sur l'adorable chose rocailleuse aux yeux bleus de la Marvel, eh bien il fait du bon. Alors que Ben Grimm se balade dans son quartier natal de Yancey Street, il se retrouve pris dans un imbroglio avec un ancien bully, un poil pathétique qui fait que désormais non seulement il a tous les chasseurs de primes de la ville de New York sur le dos, mais en plus il va se retrouver à devoir sauver des gamins. C'est une série très courte, en 5 numéros, qui sait se conclure avec panache et avec pas mal de guests, avec rien de moins que le Cade Wilson Fisk, Bullseye et même le Juggernaut, qui arrête de passer son temps chez les mutants pour venir faire coucou. C'est sympa. Les dessins de Justin Mason font bien le taf et savent se concentrer sur le cœur émotionnel de l'histoire. C'est vrai qu'avec un pitch pareil, on aimerait peut-être voir plus de bastons homériques, mais c'est ici plus l'intériorité des personnages qui est mise en avant. Avec quelques bourre-pifs, parce que bon, c'est Ben Grimm tout de même. Même si la subtilité est de mise, il faut mettre les points sur les i et dans la gueule. Waouh, on est dans un Megazord. C'est trop génial. Oli, on devrait faire un selfie souvenir. Les amis, on a un monstre géant à combattre. Ouais, c'est vrai, désolé. Tiens, tant qu'on parle de subtilité, parlons des Power Rangers. Parce que oui, je ne suis toujours pas un fan de la série, je sais même pas si dans ma vie j'ai vu vraiment un épisode en entier, mais les séries de Boom Studio sur le sujet sont de qualité, et cette deuxième intégrale continue la donne dans cette série Go-Go, revenant sur les débuts de l'équipe, avant même l'arrivée du Ranger Vert. Rendez-vous compte ? Non mais, vous laissez pas avoir là, il vous bluffe. Il fait semblant de savoir ce qu'il dit. Mais il sait juste qu'il y a un avant et un après le Ranger Vert, c'est tout. Bon, il sait même pas qu'après le Ranger Vert il change de couleur. Je vais vous dire qu'il sait pas grand chose. Oui désolé, j'ai grandi avec Robotech, Dragon Ball et la Justice League, et pas Power Rangers. Mais bon, je sais reconnaître de la qualité quand j'en vois, et Ryan Parrott maîtrise très bien ses personnages et sait ne pas perdre le néophyte dans les relations et les caractères des 10 personnages. Les dessins ne sont certes plus assurés par un encore débutant Dan Mora, mais Eleanora Carlini assure vachement bien, gardant surtout un dynamisme de mise en page qui fait plaisir à voir et à suivre. Entre échange de costumes, nouvelles menaces et un exil forcé sur une autre planète, on s'amuse beaucoup dans cette série et je ne peux que la recommander. Et puis, un jour, à force, je vais bien savoir c'est quoi le deal avec le Ranger Vert. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Soyez les bienvenus au palais de justice. Le QG de la Ligue des Justiciers. Tiens, et tant qu'on parle de Power Rangers, quelque part, cet univers me fait toujours penser à la décomplexion et au dans-ta-face de l'écriture de Scott Snyder. Et puis aussi, il a fait un Megazord Justice League dans Batman Metal, donc forcément, ils sont associés pour moi dans ma tête. Et donc du coup, autant il y a des titres où je trouve l'écriture de Scott Snyder parfois assez peu avisée, autant dans d'autres cas je suis admiratif, et c'est le cas avec sa Justice League. On est ici dans ce qui s'est fait de mieux en matière de Justice League depuis 15 ans, à mon humble avis. Oui alors profitez-en aussi, les Snyder Zoos, je dis pas tout le temps autant de bien du scénariste. Mais en fait j'adore son run coécrit avec James Tynion The Four. Avec une composition d'équipe inspirée du dessin animé des années 90 et des vilains de la série des Super Friends des 70s, on pourrait croire à du passéisme. Mais il en profite surtout pour créer de nouveaux concepts qui lui permettent de faire une chose que j'ai trouvée admirable, qui est de faire un event d'essai cosmique, une crise, mais en série régulière. Et sincèrement, j'ai adoré ça à la publication et j'adore toujours cela aujourd'hui.
Ce n'est pas une lecture fine, mais sincèrement ce n'est pas dans les titres des grosses équipes, genre Justice League ou Avengers, que l'on vient chercher la subtilité. On est ici dans le registre de l'épique, de la saga, qui fait une bonne utilisation de l'univers DC et de ses personnages. Les dessins sont principalement de George Jiménez, mais même les autres dessinateurs se mêlent bien au style global comme Jimmy Chung ou Francis Manapoul. Bref, je vous conseille ce tome 1 et ses suites que je trouve dignes de l'inspiration globale de Snyder en général, à savoir Grant Morrison, qui livre ici une mouture admirable de la Ligue de Justice. Le seul défaut est que la toute fin sera mangée, elle, par un event appelé Death Metal, parce que c'est là les moindres défauts des grands éditeurs américains. Mais je recommande vraiment le run de Snyder qui s'amuse comme un petit fou et m'a bien fait kiffer au passage. Cher Snoopy, merci d'avoir postulé à la NASA. Mais vous ne présentez pas les compétences requises. Parce que, en parlant de ce que je kiffe, j'ai hésité un peu à parler de Spawn 2025, qui met ensemble les nouveaux épisodes de Spawn sortis récemment, mais désolé, il y a du Snoopy qui sort. Ou plutôt du Peanuts, parce que c'est en France qu'on met l'accent sur le chien. Mais voilà, il n'y a pas pour moi, Peanuts, c'est le summum du comic strip américain. Pour moi, c'est même devant Calvin et Hobbes, opinion impopulaire, je sais mais j'assume. Peanuts, c'est plus mélancolique, un monde rempli de gags enfantins et de réflexions tragicomiques qui ont toujours su parler à mon âme et à mon moi interne de Charlie Brown rejeté par le monde. Dans ce tome 0, nous avons ici le droit aux pages du dimanche de Peanuts, des pages plus grandes et plus travaillées que celles de la semaine, et en plus ici restaurées et recolorisées pour cette édition de ces pages du début des années 50. Et si je dois laisser tomber le grand brûlé encapé pour mettre en avant le mal-aimé Charlie Brown, je n'aurai aucune hésitation et aucune pitié, vive Peanuts. Les Avengers ? C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît ? Ouais. Bon, ok, je me suis fait mon petit kiff à vous parler de ce petit univers onirique que j'adore, enfantin et tragique, comme seul sait l'être l'enfance avec Peanuts. Je retourne à du comics un peu plus traditionnel dans l'esprit des gens. Et d'ailleurs, quelque part un peu le miroir de la Justice League de Snyder, parce que je pense également que les Avengers de Jonathan Hickman, c'est le meilleur run Avengers de ces 15 dernières années au moins. Parce que ça fait aussi une espèce d'event en un seul run, et qui finit aussi dans un event. Secret Wars, sauf que Secret Wars c'est vachement mieux que Death Metal quand même. Bref, dans ce deuxième omnibus sur 2, le multivers continue à s'effondrer sur lui-même et Tony Stark et les Illuminati essayent dans un premier temps d'essayer de sauver leur Terre, tout en cachant la vérité aux autres héros et autres habitants de leur monde. Mais cela ne va pas durer et forcément ça conduit au clash avec d'autres personnages sur fond de fin du multivers, mais une vraie fin du multivers, sans rentrer dans des motifs trop basiques comme des combats entre réalités alternatives connues. Non, vraiment juste une sensation de fin du monde, que je n'ai vraiment juste déjà ressenti qu'une seule fois dans Crisis on Infinite Earths avant cela. Ça reste en deçà, certes, mais vous savez que dans ma bouche, c'est loin d'être un petit compliment. Bref, pour avoir droit à une grande saga des Vengeurs en mode destruction multiverselle, je vous le conseille à fond, surtout avec une succession de dessinateurs tels que Salvador Larroca, Leinil Franciszek, Simone Bianchi. Non, le seul défaut, c'est qu'on a moins une sorte de style d'harmonisation du dessin, au contraire de New Justice. Mais franchement, c'est loin d'être un point rédhibitoire au vu du voyage proposé. Parmi toutes les merveilles, leur magie est sans pareil. Nos amis super-héros sont avec nous. Et tant qu'on parle de Monsieur Hickman d'ailleurs, j'ai hésité à vous recommander son plutôt bon Alien vs Avengers. De bonne facture, bien qu'un poil trop sinistre à mon goût. Mais je lui ai préféré finalement le Marvel Tales de Monsieur Straczynski, parce qu'il s'agit d'une anthologie de petites histoires qui sont joyeusement iconoclastes et en même temps très touchantes dans l'angle dans lequel elles dépeignent les héros de chez Marvel. Chaque histoire est l'occasion pour Straczynski de travailler avec un nouvel artiste et de dépeindre un nouvel aspect de Marvel Comics.
Que ce soit Nick Fury contre Fin Fang Foom ou Spider-Man au restaurant, on passe un moment agréable. Et puis il y a diverses petites pépites, comme l'histoire où le docteur Fatalis et Rocket Raccoon tentent de résoudre ensemble la question de pourquoi l'univers existe. Ou encore le Docteur Strange qui essaye d'aider Bruce Banner à savoir pourquoi il y a quelque chose dans son fort intérieur qui l'oblige à se transformer en une créature verte remplie de rage. Ou encore le club de lecture de Tante May et d'Agatha Harkness. Comme je l'ai dit, il y en a pour tous les goûts. Bref, une anthologie que je conseille clairement. Vive le vent, Batman pue des dents. Le Joker. Et tant qu'on parle d'anthologie, il est temps de parler d'histoire de Noël, quelque chose qui ne nous est pas étranger sur cette chaîne. Ça tombe bien puisque Urban Comics a décidé de publier une sélection d'histoires de Noël, publiée par justement l'éditeur Eau de Lettres tout au long des années, allant quand même des années 40 à nos jours. La sélection est assez solide, et je parle en connaisseur, même s'il est clair qu'il reste assez de matériel de qualité pour amener à faire une suite, le cas échéant. Les histoires choisies ne restent que dans le registre super-héroïque, avec les suspects habituels qui portent des slips rouges ou des tiares dorés. Teen Titans et Justice League formeront le noyau dur de cette sélection qui aura l'air, je l'espère, de vous plaire. Et voilà, on a parlé de DC Comics VF, mais j'aimerais mettre en avant également un peu de VO. Comme il s'agit de premières publications, je n'ai pas pu lire les titres dont je vais parler. Ils sortent en ce mois de décembre, et ils sortent outre-Atlantique. Et malheureusement, j'ai pas les bras extensibles. Donc voilà. Mais figurez-vous que j'ai un petit palliatif à ça. Pour chaque mois, chaque éditeur en fait sort en avant ses sollicitations, soit un résumé rapide et quelques images, un pitch, histoire de nous allécher. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler de 10 de ces sollicitations, après tout, qui m'ont tapé dans l'œil. Voici donc 10 sollicitations VO qui m'ont hypé. Il n'y a pas d'ordre particulier, comme toujours, j'essaie juste de varier mes sujets de discussion. Chez DC, ce mois-ci, je suis un peu morose, parce que chacun se met sur la trogne, et que cela ne m'intéresse que peu de savoir au final qui la plus grosse. Mais je note tout de même le numéro 14 de Justice League Unlimited, qui nous promet ceci. Alors que les héros venus d'autres temps combattent pour leur vie contre la puissance terrifiante du diabolique Néron, Mr. Terrific devra s'aventurer dans le vide néant de l'espace. Au moins cette fois, c'est son propre choix. Michael Holt pourra-t-il s'allier avec l'agent double qui se cache derrière la Justice League rouge et froidement calculer l'avenir de l'humanité? À vos mouchoirs, car ce numéro-ci va briser quelques cœurs. À côté de ça, chez Image, le numéro 7 de la série Assorted Crisis m'apparaît de fort bonne aloi, au vu de son court résumé. Tout le monde a ses problèmes, certains ont des problèmes de dos, d'autres souffrent de dépression. Dans le cas de Tom, partout où il va apparaissent des cadavres avec sa tête et ses empreintes digitales venant apparemment de différentes réalités alternatives. Tom essaye pourtant de se faire des amis, de trouver l'amour et de payer le loyer au-dessus d'une montagne toujours grandissante de cadavres. Du côté de chez Marvel, l'univers Ultimate nous promet de bien belles choses si l'on en croit le numéro 2 Years In, et que l'on oublie que Marvel nous a déjà annoncé la fin prochaine de l'univers Ultimate. Tous les chemins convergent vers la fin. En préparation du retour du Maker, les gardiens ultimes ont traversé l'ensemble du temps et de l'espace, recrutant des membres anciens comme nouveaux. Voyagez jusqu'aux confins de l'univers Ultimate et ne manquez pas la naissance de nouveaux personnages, dont le Daredevil Ultimate. Bon, moi j'irais bien refaire un tour du côté de chez DC, où le pitch du numéro 15 d'Absolute Wonder Woman nous promet de bien belles choses. Jugez plutôt. La première rencontre entre deux héros absolus a enfin lieu. L'apparition dans la marque D4 sur une scène de crime à Gotham attire Wonder Woman dans l'orbite de Batman de manière spectaculaire.
Le plus grand détective du monde et la sorcière la plus fameuse doivent collaborer pour résoudre une série de meurtres sinistres et ambitieux, cachant une menace sourde planant au-dessus de Gotham. Et en janvier, ne manquez pas le numéro 16 d'Absolute Batman pour le 2e chapitre de cette rencontre bouleversante. Chez Marvel aussi, en ce moment, on se la joue univers alternatif avec The Age of Revelation, une sorte d'âge d'apocalypse version 2.0 où 10 ans, X, se sont passés depuis les titres actuels. Et une des sollicitations m'a plus parlé, celle du numéro 3 d'Unbreakable X-Men. Atlantis assiégé. 10 ans plus tard, un Gambit endeuillé a pour mission de récupérer plusieurs X-Men récalcitrants qui ont quitté la vie mutante face à une créature cauchemardesque qui peut tous les condamner. C'est le retour de certains mutants parmi les plus aimés et quelques-uns moins appréciés, revenant pour tenter de contenir une inconcevable armée de morts-vivants menaçant à la fois Atlantis et le monde de la surface. Chez Image encore, le numéro 5 de la série Escape m'a bien hypé, pourrait-on dire. L'épave est encore fumante. Alors que les soldats ennemis resserrent leur étau sur un village dévasté, Milton doit tout risquer pour stopper une arme qui pourrait modifier le cours de cette guerre. Mais dans cette enceinte brisée, tout le monde n'est pas prêt à retourner au combat. La série Poison Ivy continue son chemin de dévastation avec un numéro 39 dont le résumé est tout autant rempli de charme que de promesses. Recevoir un ami pour le dîner est tout simplement charmant, n'est-il pas? Et parfois, il y a pas besoin de plus pour savoir attirer le lecteur, je trouve. La concision est admirable. Chez Marvel, par contre, on doit aussi jouer avec les changements. Et figurez-vous que la position de sorcier suprême est assez instable en ce moment. Puisqu'après quelques nouvelles personnes en place ces dernières années, voici un ou une, allez savoir, nouveau arrivé au titre dans ce premier numéro de Sorcereur suprême. Le sorcier suprême est mort, longue vie au sorcier suprême. Dans les contre-coups de One World Under Doom, un nouveau pouvoir s'éveille. Un qui est prêt à défier les traditions, briser tous les tabous et tracer la voie vers un nouveau chemin. Est-ce que ce sorcier suprême renégat élèvera-t-il la magie dans l'univers Marvel vers de nouveaux sommets, ou bien va-t-il le laisser en ruine? Chez Dark Horse, de façon assez sympathique, l'héroïne Lara Croft est de retour dans le premier numéro d'une mini-série de 4 nommée Tomb Raider's Secret Artifact. Je ne narre pas cette fois-ci la sollicitation car on n'apprend pas grand-chose sur la série en elle-même. C'est pas vraiment un pitch de la série Sacred Artifacts, mais plutôt de Tomb Raider en général. Mais je vais plutôt vous dire ce qui m'a intéressé dans ce pitch, et qui fait que il m'a retenu l'œil. Bon, déjà, le Manor Croft est totalement brûlé, ça valait bien la peine que je me tue à le nettoyer dans Power Wash Simulator. Mais bon, ça c'est rien. Non. Ce qui est intéressant, c'est que cette série se veut une suite au jeu vidéo Tomb Raider Underworld, sorti en 2008 et qui n'est normalement plus du tout la continuité officielle de notre chasseuse de tombes préférée depuis sa dernière trilogie développée par Eidos Montréal. Nous revenons donc à une ancienne continuité, ce qui est une première pour l'archéologue britannique. Cela peut s'entendre puisque c'est le studio Crystal Dynamics qui actuellement a les droits de Lara Croft, et que Tomb Raider Underworld c'était leur dernier jeu développé à l'époque, mais ça reste assez intriguant. Surtout que la couverture dévoilée reprend le design du projet assez marqué de la trilogie d'Eidos Montréal. Bref, l'ancienne trilogie. Bref, entre ça et Amazon qui veut faire une série qui serait connectée au jeu, ça sent les grands projets potentiellement casse-gueule pour Lara. Mais en vrai, personnellement, un comics Tomb Raider, ça me fait toujours plaisir, donc ça en prend. Mais voilà, ma petite intervention sur le sujet, on apprend toujours des choses en farfouillant. Et enfin, en dernière sollicitation, j'aimerais parler du numéro 8 de Superman Unlimited. La série un peu à part de la continuité de Dan Slott sur l'Homme d'Acier, qui a un pitch qui me miame.
Grâce au générateur de kryptonite de Taiman, la Terre est finalement prête à produire en nombre des vaisseaux commerciaux allant à la vitesse de la lumière pour les 1% les plus riches de la planète. Et qui ne voudrait pas que les multibillionnaires de la Terre sillonnent le cosmos? Tout le monde. Chaque petit être dans le cosmos entier. C'est à Superman et à son invité spécial Guy Gardner de sauver le lancement du nouveau yacht spatial de Simon Stagg des griffes de l'un des êtres les plus mortels de la galaxie. Et voilà, on a vu pas mal de choses, non? Mais j'ai encore une dernière petite chose à voir avec vous. À savoir le numéro 1 qui m'a le plus plu du mois dernier. Oui, parce que le mois dernier, du coup, je peux les lire. J'ai le temps. Et aussi parce que j'aime bien essayer de dénicher les nouveautés cool dès que possible. Et alors, en tant que numéro 1 VO récent, j'ai pensé à un moment parler du Batman Deadpool, parce que l'histoire de Grant Morrison était plus que bien en termes de crossover, mais les autres histoires dans le numéro m'avaient laissé un peu en froid, donc j'ai pris autre chose. Alors, en vérité, je pensais bien parler d'un numéro Hulk pour le mois de novembre. Mais je pensais plus au numéro 1 d'Infernal Hulk de Kennedy Johnson, qui est très bien, hein. J'ai rien à lui reprocher. Mais voilà, la vie est une longue succession de surprises et je m'en vais vous conter les louanges de Planète She-Hulk, le numéro 1. Et pourtant, je ne suis absolument pas fan du concept, car She-Hulk, Jennifer Walters, n'est pas Hulk. Et ce que représente Planète Hulk est une négation presque complète du personnage de Jennifer et de sa personnalité. De plus, cela altérait une storyline sur Terre qui me plaisait beaucoup, donc je n'avais aucune envie de base de recommander ce titre. Et pourtant, là où la présentation du concept initial pendant Imperial Dickman me rebutait, ici l'écriture de Stephanie Phillips caractérise à merveille le personnage et parvient à la faire exister ici en dépit de Sakaar et de cette planète aux coutumes plutôt barbares, à milieu de la vie ordonnée d'une avocate de profession. Les dessins d'Aaron Kuder sont excellents dans tous les registres dépeints ici, allant de la bagarre épique à la relaxation post-tabassage de bouche. Même la colorisation de Sonia Obach fait des petites merveilles, donnant beaucoup d'emphase et de relief à ce monde complexe. Bon, le pitch. Le fils de Hulk, jusqu'alors souverain de Sakaar, est mort. Hulk a dû se rendre ailleurs pour les événements d'Imperial, laissant sa cousine She-Hulk gouverner en son absence, en sorte de régente, pendant les 5 jours de trêve décrétés en l'honneur de la mort de son fils. 5 jours, promis, et je reviens. Jennifer, promis. Mon cul, oui. She-Hulk doit donc maintenir une espèce de paix fragile après les 5 jours de trêve, et nous voyons ici ses efforts jusqu'au 12e jour, où elle doit assister à une cérémonie de mariage avec l'une des veuves du fils de Hulk. Oui, il y en a qui se font pas chier. Je ne vais pas plus vous raconter l'histoire, mais elle m'a bien captivé, et si vous avez vu ou senti des petites piques dans mon résumé, mon pitch, sachez que c'est plus ou moins avec ce genre d'espièglerie avec le lecteur que She-Hulk nous accompagne dans sa narration. Et c'est un vrai bonheur que d'avoir lu ce numéro 1 au final. Alors que, je le répète, lui et moi, on n'était pas du tout partis du bon pied. Alors n'oubliez pas ce numéro quand la VF sortira, ou jetez-y un œil si vous lisez en VO, vous ne le regretterez pas. Sur ce, l'émission est terminée, je ne sais pas s'il y en aura une prochaine ou pas, mais en tout cas ce numéro existe et j'espère qu'il vous aura plu. Bonne continuation tout le monde, on se revoit bientôt sur la chaîne, et à la prochaine. What I know about you, I always knew. Night holds no secrets for the day. And what I am for you is a road to crawl back home.